Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau.
C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La faim a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cherché de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence. Plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin. Du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles.
Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans, et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé. Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité, elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièces de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti. Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet... Tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du Soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du Soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes, mais ça reste un petit souvenir. À force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène, par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide. L'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse, permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau, ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits.
Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne. Il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants, commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende. La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison, ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace, à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants, venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine. Beaucoup de gens aimeraient voler dans l'espace. La pesanteur, la vue imprenable sur la Terre d'un côté et la zone noire incroyablement effrayante de l'autre. Oui, tout cela est super, mais n'oublie pas que ce voyage peut se transformer en cauchemar. Manque d'oxygène, flotter dans l'espace et rester dans un vaisseau spatial pendant une longue période sans savoir quand tu pourras rentrer chez toi. C'est ce qui est arrivé à un astronaute russe. Son séjour dans l'espace est l'un des plus longs au monde. Sergueï Krikalev, 33 ans, ingénieur spatial, a passé 311 jours en apesanteur dans la station spatiale Mir. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de cette histoire. Le long voyage de Sergueï a commencé le 18 mai 1991. Ce jour-là, il a embarqué dans un vaisseau de transport et est parti dans l'espace vers la station spatiale Mir. Le 20 mai, le processus d'amarrage à la station s'est déroulé. Là, en compagnie d'un autre ingénieur, Sergueï a rempli ses fonctions dans l'espace. Ils sont sortis plusieurs fois à l'extérieur, ont effectué des réparations, se sont occupés de la station et ont mené des expériences scientifiques. Quand on a de la compagnie et beaucoup de travail, vivre dans l'espace n'est pas si difficile. Mais les choses se sont gâtées le jour où Sergueï était censé rentrer chez lui. Selon le plan, la mission aurait dû durer 5 mois. Un nouvel astronaute était censé remplacer les anciens. Le vaisseau de transport s'était finalement amarré à la station. Mais le 10 octobre, un seul astronaute est revenu sur Terre. Sergueï est resté seul dans la station Mir. Il a continué à travailler en tant que seul ingénieur de vol de l'équipage. La station ne pouvait pas rester seule. Ils ont dû envoyer quelqu'un pour le remplacer. Il n'était pas prêt pour un si long séjour dans l'espace. Il ne s'était pas entraîné pour cela. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas quitter la station comme ça. Un mois s'est écoulé. Ils ont informé Sergueï qu'il rentrerait bientôt chez lui, mais quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Le 25 décembre 1991, c'était la chute de l'URSS. Ils ont contacté Sergueï et lui ont dit qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays, puisque le pays qui avait promis de le ramener chez lui n'existait plus. En effet, pendant ce temps, une grande crise avait éclaté en Russie. Le retour du cosmonaute était impossible, car personne n'avait l'argent pour le faire. Imagine la situation de Sergueï. Tu es à des centaines de kilomètres de chez toi, dans l'espace noir, complètement seul,
et tu n'as aucune idée du nombre de jours qu'il te reste à passer là-bas. Les jours s'écoulaient lentement, les semaines, puis le mois a passé. Cela aurait été beaucoup plus facile si être dans l'espace n'était pas dangereux pour la santé. Mais dans des conditions d'apesanteur, le corps humain subit de sérieux dommages. D'abord, il y a un affaiblissement des muscles. Le corps ne reçoit pas la charge nécessaire dont il a besoin et les muscles sont constamment dans un état de relaxation, ce qui entraîne une dystrophie. Certes, les astronautes font une série d'exercices tous les jours, mais cela ne suffit pas à maintenir le corps en forme. En plus des muscles, les os commencent à s'affaiblir et la personne devient faible. Même après 6 mois de ce genre de vie, tout astronaute a besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa forme antérieure après son retour chez lui. De plus, il y a énormément de radiation dans l'espace, ce qui est dangereux pour les gens. Elles proviennent de plusieurs sources à la fois. La principale radiation provient du Soleil. Sur Terre, nous sommes protégés de ce rayonnement grâce au champ magnétique de la planète. Presque tous les rayonnements s'accumulent dans la haute atmosphère et ne nous atteignent pas. Cette accumulation de rayonnement dans l'atmosphère est néfaste pour les astronautes. Mais le pire rayonnement est celui de la galaxie. Il provient d'étoiles et de galaxies lointaines et a un effet puissant sur tous les êtres vivants. Les radiations provoquent de nombreuses conditions défavorables et détruisent l'organisme au niveau cellulaire. Aujourd'hui, tous les vaisseaux spatiaux et l'ISS sont équipés de boucliers et de revêtements qui réfléchissent les radiations. Mais cela n'offre toujours pas une protection à 100%. Dans l'espace, le système immunitaire de l'astronaute change. Il n'existe aucune condition dans laquelle le système immunitaire pourrait s'améliorer. Apparemment, l'absence de nombreuses bactéries et microbes n'a rien d'anormal. Mais les défenses de l'organisme s'affaiblissent. La personne devient plus vulnérable aux microbes qui peuvent être apportés par un autre astronaute. Tu as aussi de sérieuses restrictions alimentaires. La nourriture dans les tubes ne contient pas autant de vitamines utiles que dans les produits naturels. Sans vitamines, le corps s'affaiblit encore plus. Et parfois, les astronautes doivent faire des sorties dans l'espace, ce qui n'est pas facile. Une combinaison spatiale est une tenue énorme et inconfortable. Elle contraint tes mouvements et exerce une pression sur ton corps. Le travail dans l'espace peut durer jusqu'à plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires énormément. L'un des filtres de la combinaison peut être cassé et tout le liquide libéré par le corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tu peux avoir les yeux humides. Les gouttes perturbent ta vision. Des milliers de dangers peuvent guetter un astronaute lors d'une mission dans l'espace. Imagine que tu fais des réparations et que quelque chose ne va pas. La clé à molette saute du boulon et elle s'envole par exemple. Tu essaies de l'attraper et tu t'éloignes sans t'en apercevoir du vaisseau. Tu attrapes le boulon, mais ton corps s'envole déjà. Tu n'as rien à quoi te raccrocher. Mais heureusement, tu as une corde de sécurité. Mais elle peut se détacher de ta combinaison spatiale parce que tu l'as mal fixée. Dès que la corde se casse, ton corps change d'angle de vol. Maintenant, tu ne te contentes pas de t'envoler, ton corps tourne à cet instant. La Terre et l'espace noir défilent dans tes yeux. Donc, tu as compris, il existe vraiment des gros risques. Mais rien de tout cela n'est arrivé à Sergueï. Tous les astronautes passent de nombreuses heures à s'entraîner pour être prêts à affronter n'importe quel problème. Ils acquièrent une bonne forme physique et la perdent pendant la mission. Ajoute à tout cela le facteur psychologique. Ton corps s'affaiblit, tu ne peux pas respirer d'air frais, tu ne peux pas voir tes amis et tu n'as pas la possibilité de rentrer chez toi. Une petite couche de parois te sépare du vide froid de l'espace. Tout cela provoque du stress qui affaiblit également l'immunité et nuit au système nerveux. Heureusement, les astronautes suivent également un entraînement psychologique sérieux. Ils sont capables de garder leur sang-froid dans les situations les plus stressantes. Mais lorsque tu es seul dans l'espace pendant plus de 6 mois et que tu ne sais pas quand tu vas revenir, tu peux devenir sérieusement nerveux. Heureusement, Sergueï n'a pas paniqué. Il a accompli ses tâches quotidiennes, s'est entraîné et, bien sûr, s'est ennuyé de son foyer. 1 mois plus tard, il a reçu la même réponse. Nous ne pouvons pas encore te faire revenir. Le pays est dans une situation difficile. Il se sentait plus mal chaque jour. Ses forces le quittaient. Il n'était pas sûr de pouvoir survivre. Le plus intéressant est que la station avait une capsule développée pour retourner sur Terre. Mais Sergueï ne l'a pas utilisée car personne n'aurait alors fait tourner la station. La Russie a vendu les postes de la station à d'autres pays. Ils espéraient aussi vendre Mir. Sergueï devait donc continuer à faire fonctionner la station. La mission de Sergueï a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Par conséquent, il a passé 10 mois ou 311 jours dans l'espace et a établi un record mondial. Pendant cette période, il a fait environ 5000 fois le tour de la Terre. Et enfin, il a reçu le message tant attendu. Il rentrait à la maison.
l'Allemagne avait payé environ 24 millions de dollars pour un billet vers la station. Ils allaient remplacer l'astronaute. Krikalev est monté dans la capsule et s'est envolé vers la Terre. Beaucoup de gens attendaient son retour ici. Le cosmonaute a atterri et tout le monde s'est précipité pour l'aider. Il avait l'air très maigre, en sueur et épuisé. 4 hommes l'ont aidé à sortir de la capsule. Ils l'ont aidé à se maintenir debout, lui ont donné un manteau de fourrure et lui ont apporté un bol de bouillon. On pourrait imaginer qu'un vol pareil laisserait une empreinte sur sa vie à jamais. Mais le cosmonaute était d'excellente humeur. 2 ans plus tard, il est retourné dans l'espace et est devenu le premier cosmonaute russe à voler sur une navette de la NASA. Et 2 ans plus tard, il a été l'un des premiers à vivre sur l'ISS. En 2005, il a effectué son 6e et dernier vol. Il est allé à l'ISS où il a passé environ 6 mois, après quoi il est rentré chez lui à bord de la navette. Après ce vol, il a établi un record mondial pour la durée totale de séjour dans l'espace, soit 803 jours. Seulement 10 ans plus tard, quelqu'un a réussi à battre ce record. Mais c'est une autre histoire.